Bon mardi à tous, madame, messieurs. C'est la revue de Grande Une, la presse. La nouvelle expression parle de crise anglophone ce matin. Un sous-préfet dénonce des militaires. C'est le titre proposé par le tabloïd pour expliquer que les images d'une scène où les hommes en uniforme de nos forces de défense ont d'ailleurs explosé dans les réseaux sociaux. Pour la première fois, donc, une autorité administrative a le courage de condamner. Joseph Betty assomme avoue le crime des soldats. Le député Jean-Michel Nutteux dénonce un acte barbare. C'est ce que le journal propose ce matin de la page 2 à la page 3. Le journal parle également du sud-ouest avec la montée même de la barbarie. 3 chefs traditionnels tués dans le Lébialem, un policier sauvagement torturé avant d'être exécuté à Bamenda. C'est en page 4. On parle aussi de l'ouest Cameroun où le Covid est donc de retour. La région vit une montée vertigineuse du nombre de nouvelles infections en cette période donc de hommage aux défunts. On le lit en page 4 ce matin. On parle aussi d'impôts à payer, des comptes bloqués également. C'est en page 7. Ici, l'incivisme ce matin évoqué par le journal. Des morts à Douala. Les victimes installées donc sur la chaussée ont été percutées par un chauffeur qui a perdu le contrôle de son véhicule. C'est ce que le journal nous propose en page 8 ce matin. C'est la nouvelle expression. Le Messager pour sa part parle de l'extrême nord avec la bataille RDPC-MRC qui s'envenime. Et le journal nous apprend et parle donc de la sortie de prison le 5 février dernier de Mamadou Mota qui est donc rentré chez lui à Tokombéré accompagné du professeur Maurice Kamto mettant la région en pleine ébullition. C'est ce qu'on lit en page 3 et on parle également de surendettement. Paul Biya ou le péril camerounais, c'est une question, comprendre l'inflation de la dette pour les exercices 2021, jugé conforme donc aux prévisions de la loi de finances. C'est en page 4 du journal ce matin. Le journal a également d'autres informations et puis Vision économique parle de crise financière. Le crédit foncier serait-il au bord de la faillite? C'est une question. La suite est à lire en page 7. Et on parle également du discours à la jeunesse. Pour les jeunes de la diaspora, le problème de la double nationalité les empêche de revenir investir au pays. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque. Le même journal est donc disponible. Et parle aussi, il y a également Émergence qui parle d'électricité avec le gouvernement qui présente donc ses projets phares pour le développement du secteur. C'est ce que le journal propose ce jour. Et d'autres informations parlant des hommes en tenue, des hommes torturés donc en Ndou. L'armée annonce donc l'arrestation des auteurs. C'est ce que le journal propose en page 3 ce matin. Mutation parle de recrutement de 25 000 contrats de chômage. C'est le journal qui le dit. Dans un article en page 5, le journal parle également des chefs traditionnels tués, donc parlant du Lébialem. Et dans le journal Mutation. Et puis Cameroun Tribune parle des crimes sécessionnistes, barbarie aveugle. C'est le titre proposé par le journal. D'autres informations contenues dans Cameroun Tribune de ce matin, disponible en kiosque ce matin. Et puis l'équation qui est en kiosque par le projet Mindu, transfert des eaux transférées donc aux communes. On parle des compétences bien entendu. Ketia Cortez visite donc les chantiers de Yaoundé. C'est dans le mini dossier proposé par le journal. Le même journal parle également de la fête de la jeunesse, la touche Mounouna Fossou à la 55e célébration. C'est à lire dans le journal L'équation de ce matin. Et puis le journal Essentiel parle de la Fédération camerounaise de football. Vont-ils se ressaisir? C'est une question également que se pose le journal Essentiel en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi que je vous invite à lire, tout comme le journal L'économie qui parle donc de transport aérien. On reparle du projet Tunis Air au Cameroun. C'est dans le journal disponible en kiosque aussi. Le même journal a d'autres informations économiques à lire ce matin. Et puis Politics Hebdo parle de Samuel Eto'o, un destin présidentiel à découvrir dans le dossier également ce matin. On parle aussi du Chan avec Charles Monge-Mouyeme qui analyse le Chan en question dans le journal Politics Hebdo ce matin. On va terminer avec Alara qui en kiosque. Le journal parle de rebondissement avec les tergiversations du tribunal criminel spécial sur le dossier de la Tanganakuna. C'est à lire dans le journal ce matin. On parle également de marginalisation, les 10 années de blocage du statut particulier des greffiers à découvrir dans le même journal et aussi le témoignage. Un inspecteur d'État fuit l'affrontement avec le professeur Bekol Ebe. C'est dans le numéro disponible en kiosque ce matin également. Autant d'informations à lire dans la presse. Si vous faites un tour en kiosque, Donald Beskamgari est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent ce matin à Ebolova, dans le sud.
Et voilà, merci. Bonjour à vous, à Ibolova. Bonjour également à Camille Nélé. Bonjour Flavien Vallon-Dongo. Bonjour Donald Brice-Kamgan. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi, j'ai une pensée émue, particulièrement émue ce matin, pour la disparition d'un capitaine de l'armée camerounaise, le capitaine Thierry Ngbe, qui était un ami personnel que j'ai connu et d'ailleurs qui aimait beaucoup la revue des Grandes Unes et qui, quand il n'était pas sur le théâtre des opérations, prenait du plaisir à regarder cette émission chaque matin. Il a été tué dans une embuscade qui a été tendue ce week-end entre dimanche et lundi par des sécessionnistes. Paix à l'âme de ce valeureux militaire de l'armée camerounaise. Très bien, merci. Alors, on parle donc de crise anglophone avec un sous-préfet qui dénonce les militaires. C'est dans la nouvelle expression de Donald Brice-Kamgan. Donc, on parle de ces images qui faisaient le tour de la toile. Également, on a vu la torture d'un être humain par des hommes habillés en uniforme militaire. Oui, la nouvelle expression met ce matin à sa une un fait qu'on peut classer comme étant un fait inédit. Le communiqué rendu public en début de semaine par le sous-préfet de l'arrondissement de Ndou, qui est un arrondissement situé dans le département du Ndonga-Mantoum, dans le nord-ouest, eh bien, M. Chouaïbou, c'est son nom, a pris connaissance, comme la plupart des Camerounais, d'une vidéo d'environ 10 minutes qui circule depuis ce week-end sur la toile, mettant en scène un homme assis à même le sol et qui est torturé pendant de nombreuses minutes par des éléments de l'armée camerounaise, des éléments de nos forces de défense et de sécurité, qui l'interrogent pour savoir où est-ce que ses complices supposés séparatistes se cachent. Alors l'homme répond qu'il n'a pas d'informations sur leur cachette et il est roué de coups, à la fois sur la tête et sur le dos, et mouillé, tabassé pendant de nombreuses minutes. Alors ces images de torture-là ont suscité une vive émotion et une indignation quasi générale au sein de l'opinion, et le sous-préfet de Ndou a pris sur lui donc, de rendre public ce communiqué-là, interpellant la responsabilité de ces éléments de ces forces de défense et de sécurité sur ces actes d'une gravité plutôt rare, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Oui, en tout cas, le journal, l'article proposé par la nouvelle expression essaie de faire une description et avec également quelques relations aussi sur des cas qui ne sont pas révélés au grand jour. Vous savez, nous sommes, le sud-ouest et le nord-ouest sont des zones de guerre. Et dans ces zones de guerre, il y a des choses innommables qui se passent là-bas. Il faudrait que les gens aient une indignation sélective. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, n'est rien par rapport à ce qu'on a vu. Mais, et même une picadille par rapport à l'assassinat des chefs dont nous allons parler tout à l'heure, où on a vu des chefs traditionnels tirer sur la place publique et exécutés comme des chiens. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'acte que viennent de poser des policiers, des gendarmes et des militaires sur cet individu qui n'était à qui on ne soupçonnait que des relations avec des ambassoniens, est un acte qu'il faut regarder sous un autre prisme que celui de la sensibilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que la responsabilité du haut commandement est interpellée. Elle est interpellée dans ce sens qu'au moment où le chef de l'État est en train de demander à la jeunesse de faire attention, de se battre et tout cela, il y a des jeunes, et ce sont des jeunes qui posent des actes à l'intérieur d'une armée qui est professionnelle, et que l'on sait professionnelle, mais des actes qui ne donnent ni l'armée ni le pays, et de deux. Et quand je dis que le haut commandement est interpellé, le haut commandement devrait comprendre que ces jeunes militaires, gendarmes et policiers qui sont en poste depuis 2-3 ans, qui côtoient l'horreur et le crime et le sang tous les jours, c'est des gens qui n'ont plus un fonctionnement normal. Ils n'ont plus un fonctionnement normal. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de revoir, même parmi ces troupes, des éléments qui ont fait plus de 2 ans, 3 ans dans cette zone. Il faut les démobiliser pour les changer. Parce que ceux qui sont là sont à la limite proches. C'est-à-dire qu'ils commencent à ne plus être très humains. C'est-à-dire qu'à force de voir la mort, de côtoyer la mort. Vous savez, Flavien Vallon-Dongo, quand vous prenez une arme, vous tirez sur un adversaire, il est mort. Vous voyez que vous avez tué quelqu'un aujourd'hui, vous avez tué demain, vous avez tué après-demain. Vous êtes dans le cadre de vos missions, mais il y a quelque chose en vous qui n'est plus normal. Et ce phénomène
Mais ils sont formés pour ça, quand même. Ils sont formés pour cela, mais je dis que même les meilleures formations, vous savez, après la guerre du Vietnam, tous les Marines qui ont opéré au Vietnam pendant de nombreuses années, quand ils sont revenus aux États-Unis, qui ont été démobilisés, il y en a qui sont suicidés. Il y en a beaucoup qui sont suicidés, il y en a beaucoup qui sont devenus fous, il y en a d'autres qui sont devenus des braqueurs. Parce que quand on sort de cette terre d'opération, on n'est plus le même homme. D'ailleurs, il y a un film qu'on appelle Rambo. Regardez Rambo, beaucoup de gens l'ont vu. Il s'agit d'un officier, John Rambo, qui revient du Vietnam, qui arrive et qui est agressé par quelqu'un, il devient fou. Immédiatement, il devient la proie de pulsions que lui-même ne peut plus maîtriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes qui sont sur le front, il faut la meilleure façon de les rendre utiles dans l'armée et pour le futur, c'est d'essayer de revoir ceux qui sont là depuis trop longtemps, comment les démobiliser et comment envoyer d'autres à la place. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne s'agira pas d'enlever tous ceux qui ont déjà une certaine expérience, mais de les sortir de là pour leur faire une toilette psychique et psychologique. Parce que ceux qui sont en place aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Essayez de discuter avec quelqu'un qui est au front depuis 3 ans, 4 ans. Cette personne-là n'a plus les mêmes réactions. Il côtoie la mort tous les jours. Il tue tous les jours. Il voit ses compagnons mourir tous les jours. Et c'est pour ça que moi je pense qu'au-delà de cet acte vraiment incalibé qui vient de se passer et qui a poussé le haut commandement à réagir rapidement et à mettre ces éléments de défense aux arrêts, il faut essayer de revoir maintenant la situation de ces éléments sur le terrain parce qu'il y a un problème psychologique qui est là. Alors là, c'est le cadre de la gestion même des éléments sur le terrain. Dont personne ne parle, mais qui peut avoir des effets pervers comme ce qu'on vient de voir. Alors Camille, il évoque la gestion des éléments sur le terrain. Oui, ce qui vient de se passer est révélateur d'un problème, le suivi et l'encadrement psychologique des éléments de nos forces de défense et de sécurité. Si l'acte posé est inacceptable, comme l'a dit le député Jean-Michel Nithieu, on peut, dans une situation de guerre comme celle-là, expliquer que de tels actes de violence viennent de l'armée. Camille parlait tout à l'heure de ces scènes de violence qu'on vit au quotidien, du décès des frères d'armes, comme on les appelle, dans les situations de conflit comme celles qu'on a dans le sud-ouest et le nord-ouest. Tout cela crée un traumatisme, un bouleversement psychologique qui se caractérise souvent par des volontés de rancœur, et de vengeance qui se traduisent dans les faits par des actes de violence envers ceux qui peuvent être soupçonnés d'être séparatistes, d'être dans le camp adverse. Mais ça nous permet effectivement de questionner l'encadrement psychologique de ces éléments de l'armée qui sont engagés sur divers fronts à l'extrême nord et dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le rôle d'une structure comme la sécurité militaire, la CEMIL, qui est censée jouer ce rôle. Mais il faudrait rappeler également que en situation de guerre asymétrique, comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, le rôle de la population est capital dans la bataille qui est menée. C'est la population qui fournit le renseignement. Il est important que cette population soit rassurée. On parle du lien armée-nation. Je parlerai de ce contrat républicain qui ne doit pas être rompu entre l'armée et les populations que l'armée justement est censée protéger. Et ce qui vient de se passer en Dour dans le nord-ouest n'est pas de nature à rassurer les populations justement qui peuvent percevoir un certain nombre d'éléments de nos forces de défense et de sécurité comme des bourreaux, alors, c'est une autorité qui fait la adversaires. dénonciation. Et c'est pour ça que c'est inédit. Et c'est le rôle justement de l'autorité. Chez nous, on a souvent l'impression que les autorités sont alignées sur les positions du parti au pouvoir, alors que justement l'administration est censée être neutre. Et dans un conflit comme celui-ci, l'administration doit davantage être neutre et rappeler à l'ordre lorsqu'il le faut. C'est ce que vient de faire le sous-préfet de Ndour dans le nord-ouest. C'est une sortie qui est salutaire. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. C'est un mini-dossier proposé par le tabloïd. Le même journal, comme bien d'autres aussi, s'intéresse à la montée de la barbarie. La Nouvelle Expression, en page 4, parle de ces 3 chefs traditionnels tués dans le Libialem. Et la Cameroun Tribune parle donc de barbarie aveugle. C'est le titre proposé par le journal. Et plusieurs autres tabloïds qui sont s'intéressent à cet autre acte posé. Effectivement, et ça va dans la suite de ce qui s'est passé
du côté de Ndou, mais seulement il ne faudrait pas que les gens se voilent les yeux ou bien se détournent les yeux de ce qui s'est passé. Donald Boscamunga vient de parler du pacte armée-nation qui est très très important, et effectivement, dans ce pacte-là qui doit être un pacte solide, dans lequel les populations doivent justement être le socle qui va permettre à l'armée de faire face à la barbarie montante. Mais ces populations sont les victimes à tous les niveaux. Parce que ce qui s'est passé maintenant du côté du LBLM, où 3 chefs traditionnels ont été extirpés de leur maison, placés sur la place publique, et maintenant on a appelé les populations, on a exécuté ces populations. Il faut voir ces photos, parce que les photos aussi, elles circulent aussi dans le net. Il y a l'un des chefs à qui on a tiré une balle dans la nuque, et la balle à la sortie lui a arraché toute la mâchoire. Il faut voir l'autre chef qui est à côté de lui, on lui a tiré dans le dos, et la balle en sortant sur le droite a fait un trou gros comme une tasse de café. Donc moi je pense que là aussi, quand les populations voient cela, les bandes armées arriver, sortir des chefs et les exécuter, vous pensez que ces populations vont être comment? Elles sont sous la coupe de la terreur de ces gens-là. Alors, si de l'autre côté aussi, elle voit que l'armée aussi, au moment où elle cherche ces personnes-là, elles peuvent être les victimes aussi de l'armée, c'est les populations qui sont écartées. Moi, je pense que tout est fait pour que ces populations soient rassurées et comprennent qu'en réalité, le meilleur côté, c'est celui de la loi. Ce n'est pas celui des gens qui ont pris des armes pour tuer même cette population elle-même. Parce que quand vous voyez des bandes armées tuer des chefs, et que les gens s'indigent juste du bout des lèvres, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ici aujourd'hui, on n'a pas encore entendu Human Rights demander une enquête indépendante pour savoir qui a tué ça. On n'a entendu aucune ONG, on n'a entendu aucun député se plaindre de ces chefs qu'on a assassinés sur une place du marché, ce qu'on n'a jamais vu. C'est pire même qu'au temps du Maquis. Sortir des chefs traditionnels de leur village, rassembler tout le village et tuer. Mais ça dépasse, ça pulvériser toutes les limites de la barbarie. Donc moi je pense qu'il ne faudrait pas que et les journalistes et les hommes politiques et les organisations de droits de l'homme aient une indignation sélective. Il faut remarquer que ce qui se passe dans le sud-ouest aujourd'hui est devenu intolérable. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très très grave, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je dis, Flavien Valonongo, je vais vous montrer des photos parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas vu ces photos-là. Elles sont insoutenables. D'accord. En tout cas, on parle bien entendu de cette montée de la barbarie. La nouvelle expression en a fait écho. Et également Cameroun Tribune qui parle donc de barbarie aveugle plutôt. Oui, je voudrais à la suite de Camille justement condamner ce qui s'est passé dans le département du Lébialem dans le sud-ouest. Vous savez, aucun décès n'est acceptable, aucun assassinat précisément inacceptable, que ce soit l'assassinat d'un élément de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit l'assassinat d'un civil, d'une autorité administrative, d'un fonctionnaire, même d'un séparatiste. Parce que la différence entre la crise, le conflit séparatiste que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest, et une guerre, un conflit comme la guerre contre Boko Haram, c'est justement que dans la configuration de la crise anglophone, nous sommes dans un conflit où les Camerounais se battent entre eux. Et donc, cela, quelles que soient les raisons qu'on peut convoquer, il y a une crise, il y a un défaut de légitimité. Même si ceux qui sont en face ont pris les armes, on sait les raisons profondes pour lesquelles ils ont pris les armes. Dans le cas du Lébialem, où 3 chefs traditionnels ont été assassinés, effectivement que c'était un acte à condamner, mais je voudrais surtout convoquer les symboles que les séparatistes ont essayé d'envoyer. Ils veulent s'attaquer à tout ce qui est considéré comme étant sacré, la chefferie traditionnelle notamment, mais il y a surtout là la manifestation d'une crise dans la crise. Permettez que je m'exprime ainsi. L'autorité traditionnelle aujourd'hui est en crise et subit justement les conséquences de la crise que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous savez que l'autorité traditionnelle aurait pu, avec la crédibilité qu'elle est supposée avoir, jouer un rôle par exemple dans les voies de sortie de crise. Mais là, on voit qu'elle est manifestement disqualifiée pour parler en toute objectivité, parler avec neutralité de ce qui se passe, et les séparatistes les perçoivent, ces chefs traditionnels là, comme étant des complices du pouvoir contre qui ils se battent, et donc toute occasion de leur ôter la vie leur semble être une aubaine. D'où la nécessité justement de restaurer nos institutions, notamment les institutions traditionnelles, on en parle tout le temps. Tous les chefs traditionnels qui s'expriment contre
l'ordre en place sont considérés comme étant des ennemis de la République. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a subi ou continue de subir le roi des Bamendjou. L'autorité traditionnelle, comme l'Église, qui sont des institutions morales, aurait pu, en situation de crise grave comme c'est le cas, prendre des positions, faire des propositions, se positionner comme des médiateurs, mettez les guillemets, de la République, de sorte effectivement à proposer des solutions transversales face à l'enlisement, à l'impasse dans laquelle nous sommes. Donc, il est important de restaurer ces institutions et leur donner toute la force qui est attendue d'elles et non les utiliser comme des instruments politiciens qui sont importants lorsqu'on a besoin de conquérir des voix. Alors, donc on parle de cette montée de la barbarie dans le sud-ouest avec ces 3 chefs traditionnels qui ont été tués dans le Lébialem. Cameroun Tribune parle de barbarie aveugle et aussi dans le journal Le Messager ce matin, on parle de l'extrême nord avec la bataille RDPC-MRC qui s'envenime. On le voit bien, depuis la sortie de prison le 5 février dernier de Mamadou Mouta, qui est le premier vice-président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui s'est fait accompagner par le président national même, le professeur Maurice Kamto Atokombele. La sortie de M. Mamadou Mouta de la prison a été une occasion pour lui de reconstruire son image. Il a été gardé en prison pendant 2 ans. Donc maintenant, il rentre dans son village, accompagné par le président de son parti, et il a fait un périple spectacle à travers tout le pays. Moi, je ne vois pas où la relation entre le RDPC et le MRC s'envenimerait du fait que Mamadou Mouta est reparti de Yaoundé à Tokombéré, pratiquement à pied, c'est-à-dire quand s'arrêtait avec des escales à certains points donnés. Moi, je ne vois pas là où ça s'en venait. Il y a des militants, ils ont des supporters, ils ont des membres de leur famille qui les attendent, qui ont organisé des comités de réception. Moi, je vois rien d'anormal, je ne vois rien qui puisse laisser croire que la relation entre le MRC, qui n'est évidemment pas... le journal nous apprend que le chef, l'autorité traditionnelle de cette localité a interdit la manifestation. Mais l'autorité traditionnelle, c'est une autorité traditionnelle qui estimerait peut-être que c'est dans son territoire. Mais moi, je ne vois pas où mettre la relation avec le RDPC. Je pense que M. Mamadou Mouta rentre dans son pays, ce qui est dans son village, ce qui est tout à fait normal. Et même c'est un coup politique, il en profite, effectivement, pour redorer un peu l'image du MRC qui est un peu traîné par terre depuis un certain moment. Moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Bon, mais maintenant, qu'un chef traditionnel... Mais par contre, on monte un chef traditionnel. Mais les gens oublient que... M. Mamadou Mouta a été reçu par des sous-préfets. À certains endroits, il a été reçu par des lamibés, à certains autres villages. Pourquoi alors focaliser l'attention sur le cas de cette autorité traditionnelle, la seule, certainement, qui a dit qu'elle ne veut pas de manifestation, alors que dans d'autres villages, dans certains autres villages, il y avait des populations, il y avait le sous-préfet, il y avait même le chef du village qui les attendait. Moi, alors, Donald Biskamga, je ne vois pas les choses sous ce prisme-là. Le Messager démontre comment le premier vice-président du MRC a été adulé, et surtout qu'il était accompagné de son président national. Alors, j'ai parcouru cet article qui est signé de Léopold Ndassi, le rédacteur en chef de Le Messager. Il fait le récit du retour de Mamadou Mouta, le premier vice-président du MRC, dans son Tokombéré natal. Un retour plutôt tumultueux, puisque d'après les informations du Messager, plusieurs jeunes ont été intimidés en tentant de prendre part à ce meeting qu'a organisé le MRC avec au premier plan son président national et d'autres membres du directoire de cette formation politique qui ont fait le déplacement pour aller accompagner Mamadou Mouta, qui, vous le savez, vient de passer vraiment à la prison centrale de Yaoundé. Alors, ces actes d'intimidation ont été relayés par le Messager, qui a également fait cas de cette banderole que certains doivent avoir vue à travers les réseaux sociaux, banderole sur laquelle on lit que le MRC serait en train de vouloir déstabiliser la région. Donc, tout cela, évidemment, fait penser au Messager que c'est la bataille entre le LDPC et le MRC qui est repartie. Ne pensez pas que cette banderole qu'on a vu circuler, c'est le fait de quelques jeunes qui auraient décidé d'agir de cette façon. On sait très bien que le patron politique du RDPC à l'extrême nord s'appelle Kava Ege Djibril. Il est président de l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies.
Et profitant d'un certain nombre de positions de pouvoir, il a imprégné sa domination et son influence sur la région de l'extrême nord, où le RDPC règne depuis de nombreuses années sans partage. Depuis l'arrivée de Mamadou Mota comme premier vice-président du MRC, il semble gagner du terrain dans la région de l'extrême nord. Cela ne fait pas forcément les affaires du RDPC. Le message parle ce matin du fait que avant l'arrivée de Mamadou Mota à l'extrême nord, le Kaba Djibril a rassemblé des jeunes pour leur demander de boycotter cette rencontre, ainsi de suite. En tout cas, on voit très bien que les tensions vont être reprises. Mamadou Mota lui-même, pendant cette rencontre, a affirmé que personne ne l'interdira de rentrer chez lui à Tokombéré et qu'il y sera et pendant longtemps encore. Vous vous souvenez que pendant la présidentielle, Kaba Djibril, dont nous parlions tout à l'heure, a lui-même brûlé les effigies du MRC dans cette partie du pays pendant la campagne électorale précisément. Ces crispations-là vont certainement être relancées. À l'occasion de cette libération, vous savez également que beaucoup d'informations ont circulé sur une tentative de neutralisation de Mamadou Mota qu'on voit monter en force dans cette région de l'extrême nord où les élites, pour la plupart, surfent sur l'analphabétisme, la pauvreté d'une bonne partie de la population pour régner en maître et sans partage. D'accord. En tout cas, le messager qui fait le point ce matin est revenu sur cette ambiance du côté de Tokombéré et bien entendu dans l'extrême nord en général. On le voit bien. Kamine, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis en train de dire, Mamadou Mota, s'il veut se reconstruire, il a 5 ans pour attendre les élections. Il a le temps de se reconstruire. Et moi, je ne pense pas que pendant 5 ans, il va inquiéter le RDPC avant qu'il y ait les élections. Et de deux. Et je ne pense pas que le RDPC règne forcément en grand maître dans l'extrême nord, parce qu'on vient de le voir à l'issue des régionales, où l'UNDP a failli lui damer le pion au niveau des régionales, et où l'UNDP a gagné d'autres sièges dans l'équipe du conseil régional. Donc moi je pense que il faut pas, je ne sais pas, bon, on est peut-être en train de mousser sur le retour de Mamadou Mota à Tokombéré. Oui, c'est son village, personne ne va empêcher qu'il reste dans son village, mais moi je dis, ne faisons pas encore de la politique fiction, disons-nous qu'il rentre dans son pays. Maintenant, s'il veut reconstruire, s'il veut établir un socle politique dans l'extrême nord, il a le temps de recruter des militants, il a le temps d'inscrire ses militants dans le fichier électoral, mais il ne faut pas que Donald Briskam les insulte. Alors Donald Brisk s'est fait savoir, parle de l'aura de Mamadou Mota qui étouffe un peu les actions du RDPC sur le terrain. Il ne faut pas qu'il insulte aussi sa population en décrétant que c'est de ce côté-là, c'est l'alphabétisme qui règne. Non, moi je pense que Mamadou Mota arrive. S'il veut reconstruire son parti dans l'extrême nord, c'est tout à fait normal. Ok, on vous a compris. On va évoluer, Camille. Nous devons informer nos populations en disant que l'UNDP dont parle Camille est un parti majeur de la majorité présidentielle, c'est-à-dire que c'est un parti allié au RDPC. D'accord. Alors donc, le journal Mutation ce matin parle de contrat de chômage, avec notamment ce recrutement de 25 000. On voit bien qu'il y a un groupuscule de jeunes qui aujourd'hui sont sortis de toute façon, qui disent ne pas avoir perçu leur salaire, encore moins de matricules depuis pratiquement 10 ans, qui ont été retenus par la fonction publique. Oui, j'ai parcouru l'interview, il s'agit d'une interview du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, monsieur, non pas Anguin, non, Joseph Anderson. Alors, il dit que c'est 145 dossiers précisément, 145 recrues de cette campagne des 25 000 jeunes à la fonction publique qui n'ont pas encore de matricule, de salaire, ainsi de suite. Il essaie d'expliquer qu'il s'agit de questions d'authentification des diplômes qui ne sont pas dus à l'administration. Bon. 10 ans après, c'est quand même quelque chose de grave. 25 000, même si c'est une centaine, il reste que ce sont des personnes qui travaillent. On a d'ailleurs entendu que beaucoup de personnes ont dû, à raison des salaires plutôt catéchistes qu'ils recevaient,
ont dû penser à quitter leur fonction et à penser à autre chose. Non, c'est révélateur justement des contradictions et de l'impréparation qu'on peut noter dans un certain nombre de nos opérations. On sait que les 25 000 jeunes, lorsqu'on a annoncé cette campagne, on s'interrogeait sur la budgétisation de cette annonce, mais aussi surtout les contours, les moyens de transparence qui étaient mis en place. Donc, tous ces problèmes aujourd'hui nous montrent très bien que la campagne 25 000 jeunes qui a été lancée en 2011, avec quelques relents un peu politiciens et électoralistes, 10 après, on fait le bilan, on voit très bien que beaucoup d'interrogations se posent. Alors, Mutation révèle tout ce matin. On aura l'occasion pour ceux qui ont un kiosque de lire ce que le journal a proposé. Pour sortir, on va parler du journal Essentiel. Vont-ils se ressaisir? C'est la question que se pose Essentiel, parlant de la Fédération camerounaise de football. Le président de la République, dans son discours à la jeunesse, a demandé aux responsables de la FECAFOOT de se ressaisir et de faire tout pour remettre le championnat en marche. Mais on réalise que 6 jours après son discours, rien ne marche. Encore, rien ne marche. Et qu'aujourd'hui, il y a 3 réunions qui sont prévues à Yaoundé. Il y a la FECAFOOT d'un côté, la Ligue professionnelle de l'autre, et maintenant, monsieur, le nouveau... le sénateur Albert Mida. Le sénateur Albert Mida qui lui aussi se place comme le nouveau responsable de la FECAFOOT. On demeure toujours dans la foire d'empoigne. On ne sait pas ce que cela signifie. Est-ce que ces personnes n'ont-elles pas entendu le message du chef de l'État? Ces personnes attendent-elles que le chef de l'État frappe du poing sur la table et dise arrêtez cette récréation, tout le monde dehors? Parce que moi j'ai l'impression que c'est chacun qui s'accroche encore à son petit poste, à son petit avantage ou à la petite fonction qu'il pense à détenir. Et ça c'est très grave. En attendant, la Coupe d'Afrique des Nations c'est dans 1 an. Et malgré l'injonction du président de la République, on réalise aujourd'hui les gens s'amusent avec ce qui passe parce que vous dites un mot également que les gens ne veulent rien lâcher. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le chef de l'État qui a remis ça, on pourrait dire ici, à l'occasion de son discours à la jeunesse, il avait déjà donné l'instruction, il avait indiqué que le ministère, la FECAFOOT, en tout cas les acteurs, devraient pouvoir trouver un consensus. C'est la 2e fois qu'il donne une instruction sur la cacophonie dans notre football. Un chef de l'État ne donne pas des instructions 2 fois. D'accord. Alors, donc on va lire ce que le journal propose Essentiel. Vont-ils se ressaisir? C'est une question et on verra bien ce que les réunions vont produire au terme de celles qui se tiennent donc aujourd'hui. Bonne journée à vous et à demain 9h20.